Oui c'est toi mon ami, Marsupilami. Dans la jungle, roi c'est toi, Marsupilami. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Dans le monde de la bande dessinée, on connaît quand même quelques animaux extrêmement cultes, comme par exemple Rantanplan, Milou, Garfield, Joey Jumper ou même encore Snoopy. Mais dans la liste que je vous ai donnée, énormément de ces animaux sont considérés comme des animaux secondaires à la base, puisqu'en effet, certains ont même évolué. Prenons par exemple l'exemple d'Idéfix, qui était tout bonnement le chien d'Astérix et Obélix, et qui depuis a même maintenant sa propre série à la télévision. Mais dans tous les animaux que je n'ai même pas cités, il y en a un encore qui a la chance d'avoir une histoire originale, mais qui l'est lui aussi tout autant. Alors direction la forêt palambienne, faites attention aux piranhas qui pourraient se trouver dans l'eau, et s'il y a quoi que ce soit, n'oubliez pas de crier Ouba Ouba. Aujourd'hui messieurs dames, nous allons nous attaquer à l'animal le plus jaune connu de tous, avec le plus long engin qui soit, à savoir Marsupilami. Marsupilami est une bande dessinée créée par l'auteur André Franquin en 1952. Et ouais, ça lui fait quand même 71 ans à l'animal, hein. Comme beaucoup de PT de l'époque, le personnage apparaît pour la première fois dans les histoires de Spirou et Fantasio, dans Spirou et les héritiers en 52, donc sous la plume de Franquin. Il deviendra par la suite un personnage majeur de la série, et sa force un atout majeur pour nos deux héros. Après quelques apparitions dans les aventures de Spirou et Fantasio, Franquin décide de laisser les aventures à Jean-Claude Fournier. Il choisit cependant de garder ses droits sur l'animal qu'il considère comme l'un de ses personnages les plus réussis. Mais le scénario déjà écrit par Fournier prévoit un rôle pour le Marsupilami. Fournier demande donc à son créateur de pouvoir l'utiliser, ce que Franquin accepte à condition de dessiner lui-même la bête. Mais pour ne pas créer des faux raccords ou autres, Franquin a l'idée d'utiliser l'histoire qu'ils ont écrite dans le Nid des Marsupilami, où Sécotine, reporter concurrent de Spirou, nous présente une famille de Marsupilami sauvages. Ces mêmes Marsupilami qui deviendront donc les héros de sa série dérivée. D'ailleurs, l'album Cœur d'étoile nous indiquera que le mâle de la famille que nous présente la série dérivée est le frère du compagnon que nous avons pu voir avec nos deux héros. Chronologiquement, le Faiseur d'or en 1970 verra donc la première apparition du Marsupilami dans les aventures de Spirou. Cependant, il apparaît encore dans un album ultérieur, à savoir Tembo Tabou, dont les événements se passent chronologiquement juste après Spirou et les Hommes Bulles, et donc avant le Faiseur d'or. Oui, je sais, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, c'est fini. C'est fini, non ? Si on revient un peu sur notre animal, le Marsupilami est un animal imaginaire dont le rattachement zoologique le plus proche est celui des monotrèmes. Ce classement est à prendre avec des pincettes bien évidemment, puisqu'étant donné que Franquin lui-même avait souhaité créer un animal qui justement n'appartient à aucun ordre connu. Cependant, la sous-classe des monotrèmes, aussi appelée prototériens, faisant partie de la classe des mammifères, semble convenir au Marsupilami. Son créateur lui attribua même le pseudonom scientifique de Marsupilami Fantasy, en référence au premier homme qu'il aurait découvert dans sa fiction, à savoir Fantasio. Oups, j'ai peut-être menti. Mais vous inquiétez pas, là ça devrait bientôt être fini. Fun fact, en 1996, André Franquin demande à Alain Quintard, chef du service éducatif à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, de trouver enfin un nom scientifique valide au Marsupilami. Par plaisanterie, le zoologue publiera en 1989 une description scientifique du Marsupilami, qui le nommera d'ailleurs Marsupilami franquini Quintard 89 et en fait une sous-classe des monotrèmes. Et pour vous dire, le canular a tellement bien marché qu'il a été accepté et validé par une société très sérieuse, à savoir la Geological Society of London. C'est lunaire, je vous l'avais dit. Pour finir avec son nom, vous inquiétez pas, c'est vraiment fini, ne vous inquiétez pas, restez avec moi, respirez et expirez. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Si on prend son nom de base, Marsupilami, c'est en fait un dérivé de 3 mots, c'est-à-dire Marsu, avec le mot français marsupial, qui ressemble à peu près au personnage. Ensuite, nous avons le Pile, qui fait référence à Pilou Pilou, un personnage de l'univers de Popeye. Et ensuite, le dernier, Ami, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Bref, c'est fini. Maintenant, passons à la suite. La série met donc en scène une famille de Marsupilami sauvages et éditée chez Marsu Productions. Le premier album, La queue du Marsupilami, est un succès commercial avec plus de 600 000 exemplaires vendus et le succès ne faiblira pas tout au long des sorties de tomes.
L'histoire tourne bien évidemment principalement autour de notre animal et des aventures ou mésaventures qu'il peut vivre avec sa famille ou seul contre des prédateurs ou des protagonistes humains. Dotée d'humour, de bonheur mais aussi de lien familial, c'est une bande dessinée familiale par excellence que j'aime beaucoup et que je conseille à tous parents voulant des histoires simples pour leurs enfants. Le Marsupilami connaîtra bon nombre d'adaptations, que ce soit une série d'animation pour la télé produite par Marathon Media, que ceux de ma génération ont connu, réalisée par Augusto Zanovello, un film français écrit et réalisé par Alain Chabat, s'il vous plaît du peu, sorti le 4 avril 2012, qui connaîtra le succès d'ailleurs avec plus de 5,3 millions d'entrées, l'un des plus gros succès au box-office français en 2012, ou même encore durant les années 90, une dizaine de pages de bande dessinée ont pu être réalisées par Gladstone Publishing grâce à la compagnie Disney. Et ça, il n'y en a pas énormément qui peuvent le dire. Et enfin, alors on n'a pas encore trop de choses dans ce thème-là, mais on a appris il n'y a pas très longtemps que notre cher Philippe Lachaud a décidé avec son équipe de réaliser, on va dire, une nouvelle adaptation du célèbre personnage, mais on ne sait pas encore énormément trop de sujets, donc là je vous laisse faire vos propres recherches. Passons maintenant aux différents personnages. Alors je pensais à la base, honnêtement, je vous dis la vérité, qu'il n'y en avait pas énormément, mais au final j'en ai quand même trouvé certains qui ont quand même des caractéristiques très importantes pour l'histoire. Donc je vous les présente. Le Marsupilami est un animal qui habite donc dans la forêt palombienne, située entre le Venezuela, le Brésil, le Pérou et la Colombie. Mesurant environ 1 mètre, il est jaune avec des taches noires et son cri c'est le plus simple qui existe puisque c'est un peu comme Groot, il ne sait dire que Ouba Ouba, même s'il ajoute quelques onomatopées par-ci par-là dans les albums par la suite. Doté d'une force herculéenne et d'une queue démesurément longue, à ne pas sortir de son contexte s'il vous plaît, ainsi que de toutes sortes de particularités physiques et comportementales dévoilées au fil des albums. Sa grande tige, ouais je sais, je l'ai dit une fois, mais je veux pas trop éviter de problèmes avec YouTube. Je pense qu'il doit être pas... Il doit être titigneux, donc si je le dis une fois ça passe, plusieurs fois je pense pas. Soyez indulgents s'il vous plaît. Et principalement un moyen de locomotion. Elle lui permet de se déplacer à une vitesse soutenue entre les arbres. Elle peut être utilisée comme un ressort, comme une roue, peut même lui servir pour escalader. C'est aussi une arme, notamment lorsqu'il en fait un point ou lorsqu'elle lui permet l'immobilisation de ses prédateurs. Bref, c'est son petit couteau suisse naturel. On peut ajouter que le Marsupilami est omnivore, grand amateur de puces, il se nourrit aussi de nombreux fruits, mais on mettra mieux en évidence son goût pour le piranha. On peut donc affirmer avec tout cela que l'estomac du Marsupilami est particulièrement aussi très résistant. Dans les bandes dessinées, il est montré que le Marsupilami connaît l'usage du temps, du tissage végétal, des nœuds, de la fabrication des crêpes, ce qui n'est pas sans rappeler Gaston Lagaffe, qui est un personnage aussi créé par Franquin, je vous renvoie à ma vidéo, et qu'il est capable de lire un plan. Bref, en plus d'avoir un engin capable de tout faire, il sait tout faire. Il est enfin doté d'un sens aigu de la famille et peut se montrer dangereux si on s'attaque à lui ou à sa famille. Quand c'est le cas, son pelage se hérisse comme celui d'un chat. La Marsupilami n'est autre que la femelle du Marsupilami. Elle a un caractère très féminin et très doux, aime se faire belle, s'occuper du nid et de ses bambins. Elle peut se révéler être une furie si une autre femelle Marsupilami s'approche de son compagnon ou encore si quelque chose se trame autour de ses petits bébés. D'ailleurs, en parlant de bébés, les bébés marsupiaux sont au nombre de 3, une femelle et 2 mâles, dont un tout noir, comme chez les panthères, plus enclins à l'aventure que les autres. Ils aiment faire des farces, chahuter avec leurs parents, faire des siestes et sont souvent en lien avec des aventures ou mésaventures des histoires du Marsupilami dans les dessins animés et dans les BD. Si on doit un petit peu les séparer, nous avons le premier, Bibu, le petit sans tache, Bobo, celui qui est tout noir au nez rose, et enfin Bibi, le petit Marsupilami qui, comme sa mère, a des cheveux bouclés et des taches rondes. Au niveau de ses prédateurs, on en a 2 connus et l'un que l'on sait tous. Le premier c'est le piranha. Ces poissons ne représentent pas forcément une réelle menace pour le Marsupilami, il les bouffe d'ailleurs, mais cela reste quand même une petite opposition. Par contre, le prédateur le plus acharné est le jaguar. L'animal semble cependant avoir bien des difficultés à piéger sa proie de prédilection. Quand on connaît la force du marsu, on peut comprendre sa difficulté. Mais comme je vous l'ai dit, le Marsupilami a 2 prédateurs très connus et un qu'on oublie un petit peu mais qui permet de faire passer un joli message. Car en effet, la menace la plus sérieuse du Marsupilami, ça reste l'humain.
Quand on voit qu'ils les chassent pour leur fourrure ou les capturent, soit dans un cadre légal, soit dans le cadre d'un trafic d'animaux rares, Franquin nous donne l'image de la réalité avec des animaux en danger à cause de certains qui veulent toujours plus et qui malheureusement menacent la biodiversité. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur Gaston Lagaffe, donc l'autre personnage de Franquin, on voit assez facilement que l'auteur aime défendre cette cause, puisqu'il l'a fait déjà avec Gaston et il le fait encore avec Marsupilami, et merci beaucoup de le faire avec autant d'humour et autant de sérieux dans cet humour. Bring M. Back Alive se présente lui-même comme le plus grand chasseur des 5 hémisphères. Il est une sorte de Gaston de Marsupilami, possédant tous les trophées existants, sauf un qui lui résiste pour être présent sur son tableau de chasse, à savoir le légendaire Marsupilami. Vêtu comme un chasseur, veste marron, chapeau beige et fusil de chasse, il met un acharnement féroce à mener à bien cette entreprise qui est vouée systématiquement à l'échec. Chahutas sont une tribu d'Indiens d'Amazonie vivant dans la forêt colombienne. Ils portent tous des noms rigolos et parlent un dialecte très coloré. Pratiquant la réduction de tête, ils ont vite été rejoints par la civilisation qui a cherché à en tirer profit. Ils sont chasseurs, pêcheurs, cueillent des fruits, extraient des émeraudes, font pousser du bambou et adorent naïvement toutes sortes de divinités. Bip et Sarah sont 2 enfants vivant dans la jungle. On ne connaît pas les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés là, ni ce que sont devenus leurs parents. Ils semblent fuir la civilisation et vivent en pleine harmonie avec la forêt et sa faune, dont la famille Marsupilami. Pour terminer cette vidéo, voyons voir quelques anecdotes sur notre petit personnage tout jaune. Et si je vous disais qu'en plus de Spirou et Fantasio, le personnage se retrouve chez Astérix, est-ce que vous me croyez? Et oui, l'exemple le plus connu d'ailleurs est celui où le Marsupilami apparaît comme Easter eggs dans l'album Le Combat des Chefs dans la série de BD Astérix. On peut le voir apparaître sur une affiche sous le nom Marsupilamix à l'entrée d'un chapiteau dans une foire. Comme on a pu le constater sur énormément de BD françaises ou belges, on a pu donner le nom de l'animal jaune à un astéroïde qu'on a découvert en 2000. Et donc cet astéroïde s'appelle 98494 Marsupilami. Dans l'album Les soucoupes volantes sorti en 56, des aventures de Blondin et Cirage, le dessinateur JG met en scène un marsupilami africain, à savoir le Marsupilamus africanus. Ce marsupilami ressemble à celui de Franquin et partage avec lui un solide appétit, qui va cependant chez lui jusqu'à la goinfrerie. À la différence de son cousin sud-américain, le marsupilami africain est un animal assez balourd, qui n'a de surcroît pas de queue. Franquin participe d'ailleurs à l'album de JG et dessine quelques cases dans lesquelles apparaissent Spirou et son marsupilami. On peut trouver 3 statues du Marsupilami en Europe. L'une est présente dans le hall d'accueil de la gare d'Angoulême, l'autre sur la digue de Middelkerke, entourée de héros essentiellement flamands, et la dernière au rond-point Jules Hiernaut, à l'accès nord de la ville de Charleroi, au centre d'un complexe de fontaines, faisant partie d'une série d'autres statues polychromes de héros de bande dessinée de Dupuis. La ville de Charleroi n'est pas un choix au hasard pour ces fontaines, puisque Marsilène, qui est une section de cette ville, est le lieu de naissance des éditions Dupuis. Et enfin, comme d'autres grands noms de la BD, à Bruxelles, la place d'Espagne porte aussi le nom de place Marsupilami. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Laissez un commentaire si vous voulez donner un avis ou parler, si vous voulez parler. N'hésitez pas aussi à mettre un joli pouce bleu, c'est important. N'hésitez pas aussi à me partager sur les réseaux sociaux, que ce soit X, TikTok ou Instagram. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et mettez la cloche pour avoir toutes les notifications. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur YouTube. Ciao!